Après l'épopée napoléonienne, le monde rentre en tant que guerre dans une de ses périodes les plus pacifiques. Les techniques qui se sont développées avec une rapidité extraordinaire ont donné à l'homme le sentiment de s'être libéré du domaine des forces naturelles et d'être devenu, pour la première fois dans son histoire, leur maître. En effet, dans la deuxième moitié du 19e, la machine à vapeur inventée par Watt en 1765, elle a été perfectionnée et son usage s'est répandu. Et l'électricité jaillie de la pile d'Alexandre Volta en 1799 a fait des pas de géant. Et à présent, on la produit à volonté avec la dynamo inventée par Passinotti. L'homme de la deuxième moitié du 19e siècle est animé par un grand esprit d'aventure et il est un grand novateur. Même son aspect extérieur le démontre. Vous vous rappelez, ses moustaches, ses barbes, ses chapeaux d'haute forme, ses cheveux longs, ses cols, ses faux cols. C'était vraiment l'expression d'un homme lancé dans l'aventure et regardant avec foi dans l'avenir et avec beaucoup d'animation comme ça. Il a développé la grande industrie, cet homme. Et les machines toujours plus compliquées et les masses ouvrières toujours plus nombreuses sont devenus les éléments essentiels du travail industriel. L'artisanat, il a presque disparu, et les hommes qui l'exerçaient, ils ont abandonné leur maison pour courir à remplir les fabriques, parmi les murs desquelles les poulies qui roulent sans arrêt imposent leur rythme de travail à la population ouvrière. Tous sont dominés par la fièvre de la production. On produit de tout, des étoffes, des tissus de soie, des tissus de laine, des tissus de coton, et du cuivre, et de la fonte, et du fer, et des machines de fer, et des outils de fer, et des rails de fer. Les chemins de fer se développent, et avec eux, la vitesse devient un nouveau élément de la vie humaine. L'esprit d'aventure domine le monde. Les hommes de la fin du 19e siècle envoient de leurs colonies toutes sortes de choses, jusqu'à des plumes d'oiseaux exotiques, d'autruches en l'occurrence, pour parer et embellir leurs femmes. La vitesse, nouvelle mesure de la vie de l'homme, s'étend même au passe-temps. Des manèges mécanisés satisfont aux besoins d'émotions fortes, de griserie et de vertige. Le monde jouit de luxe nouveaux et d'un bien-être croissant. L'imagination qui préside à la création d'engins se donne libre cours. On étudie des machines capables de se mouvoir seules, des engins automobiles, toujours plus obéissants. À Paris, au cours d'une cérémonie publique, on célèbre les funérailles de la diligence. L'avenir est désormais aux moteurs et aux engins autonomes. L'audace des hommes du siècle passé et du début du XXe se manifeste par des constructions plus hardies. Machines et ouvriers travaillent ensemble, côte à côte. Mais l'homme, obligé de maintenir le rythme de la mécanique, a parfois du mal à la suivre.
On barre les vallées et l'on accumule ainsi d'immenses quantités d'eau qui mettent en mouvement de grandes génératrices électriques, lesquelles transforment l'énergie et la rendent facilement transportable. L'esprit d'aventure semble n'avoir plus de limites. Les hommes s'efforcent désespérément de conquérir même l'air. Et ils élaborent pour cela les systèmes les plus variés. Les partisans du plus léger que l'air tiennent pour les ballons et dirigeables, et ceux du plus lourd pour les aéroplanes et les hélicoptères. Quiconque manipule un parapluie de cette façon, en le tenant ouvert et en le faisant battre violemment, se rendra compte de la poussée qu'exerce l'air. Faites-en l'expérience. Les moteurs, surtout les moteurs à explosion, ont été perfectionnés et toutes les machines volantes sont animées par des mécaniques de ce type. Les vieilles mines de l'île d'Elbe fournissent encore des matériaux ferrés. Deux nouvelles entreprises industrielles se sont élevées près de la zone de l'antique Populonia, à Piombino. La Magona en 1894 et l'Ilva en 1898. Le traitement du fer s'est profondément transformé avec l'industrie du charbon fossile, la houille, qui a remplacé le bois. Mais les difficultés qu'il a fallu surmonter pour adopter le nouveau combustible ont été énormes. Le fer, produit par la fusion obtenue au moyen de la houille, était dur, mais très fragile. C'était la fonte. Alors, pour épurer la houille,
on eut l'idée de la griller et de la refroidir, ce qui la transforme en coque. C'était le premier pas vers un emploi rationnel. Mais le coq a finalement triomphé grâce à un procédé appelé puddledge. Durant cette opération, pour avoir du bon fer, on décarbure la fonte. Et pour en tirer un bon acier, on la recarbure en introduisant de l'air dans la masse en fusion. Comme nous avons vu, l'industrie qui se développe d'une façon vertigineuse jouit du travail des machines. Elle utilise aussi une immense quantité de travail humain. Et les hommes qui travaillent se trouvent partagés en deux groupes, en deux classes. D'un côté, ceux qui fournissent pour un salaire un immense effort physique, de l'autre côté, ceux qui s'occupent du développement des techniques et qui détiennent le capital, les usines, les machines, les matières premières. Cet état de choses détermine un conflit profond entre ces deux classes et les ouvriers rentrent en grève, ils s'agitent, ils rentrent en grève partout en Europe pour tâcher de défendre leurs intérêts et leur sûreté. Déjà au début de notre siècle, l'équilibre européen est menacé par la rivalité entre les grandes puissances. Au mois d'août 1914, c'est la catastrophe. La Première Guerre mondiale éclate. Nombreuses sont les causes du conflit qui voient se grouper d'une part les empires centraux, Allemagne, Autriche, Hongrie, et leurs alliés, la Bulgarie et la Turquie, et d'autre part la France et l'Angleterre, l'Empire de Russie, la Belgique et la Serbie, auxquels se joignent plus tard l'Italie, la Roumanie et enfin les États-Unis d'Amérique. Le front français est le principal théâtre de guerre. La possession des bassins miniers de la Sarre et de la Ruhr pourrait être décisive pour le conflit. L'Italie entre en guerre contre les empires centraux le 24 mai 1915. On utilise sur une large échelle les moyens mécaniques de transport. Il faut approvisionner des armées de millions d'hommes.
Navire, chaudière, moteur, vitesse. L'emploi de l'aéroplane se généralise. Les avions atteignent des vitesses de l'ordre de 100 km à l'heure. La même rivalité continue d'opposer le plus léger que l'air au plus lourd que l'air. L'observation aérienne, au moyen de ballons captifs, permet de tenir l'ennemi à l'œil. Les armes et les canons forgés dans le bronze et avec les meilleurs aciers résistent à un feu très intense. Ils déversent sur l'ennemi des centaines et des milliers de tonnes de projectiles. Le casque d'acier reparaît au bout d'environ 3 siècles, comme défense contre les shrapnels, ces obus qui explosent en l'air et arrosent le terrain au-dessous d'eux de petites balles de plomb. La défense de la côte italienne d'Adriatique est ardue, parce que de Venise jusqu'à Brindisi, à l'exception d'Ancône, il n'existe pas de port bien protégé où la flotte puisse trouver refuge. Des trains blindés parcourent cette côte pour riposter à toute action de la flotte ennemie qui sort des ports bien aménagés de Trieste, Pula, Zara, Rijeka, Split ou Dubrovnik, ainsi que de Catane et Antigone. Les pontons cuirassés deviennent la charnière du front de la Piave. L'activité sur mer et dans les airs devient plus intense. Finalement, le 4 novembre 1918, l'Empire austro-hongrois est définitivement vaincu. Le 11 novembre, l'Empire allemand capitule à son tour. Trente et Trieste sont rendus à l'Italie. Le 28 juin 1919, les chefs de gouvernement des États européens se réunissent à Versailles pour signer le traité de paix avec l'Allemagne vaincue. Clémenceau, Premier ministre français, dit le Tigre. Paderewski, le grand pianiste, premier président de la République polonaise qui vient de proclamer son indépendance. Pašić, ministre du royaume serbo-croato-slovène, né du démembrement de l'Empire austro-hongrois et qui, à partir de 1928, s'appellera Yougoslavie. Et enfin, Lloyd George, Premier ministre anglais.
À Versailles règne une atmosphère de grand optimisme. On a introduit dans le traité de paix 26 articles du Covenant conçus par Woodrow Wilson, président des États-Unis d'Amérique, qui constitue un pas fondamental vers la Société des Nations, organisme qui devra sauvegarder la paix au moyen d'un système de sécurité collective sur des bases démocratiques. Wilson est acclamé comme l'ange de la paix. Mais la guerre a laissé de grandes séquelles politiques, économiques et sociales. En Italie, les industries sont en crise. L'augmentation du coût de la vie est vertigineuse. Les masses populaires ressentent profondément l'inanité du sacrifice sanglant supporté pendant la guerre. L'agitation sociale, les crises politiques se succèdent sans arrêt. Et c'est dans cette atmosphère de tension et de confusion que naît et se diffuse le mouvement fasciste qui écrase les institutions démocratiques et qui prend le pouvoir le 28 octobre 1922 après la marche sur Rome. Ainsi commence en Italie une dictature qui durera 20 ans et qui, après s'être emparée du pouvoir, éliminera par la force toute espèce d'opposition. Le fascisme fait de l'audace, de la foi aveugle et de l'obéissance son idéal. Croire, obéir et combattre, telle est la devise du fascisme. Et dès lors, il se complaît dans l'audace la plus vaine. La technique, qui progresse dans le monde entier avec toujours plus de hâte, permet de tenter, avec de bonnes probabilités de succès, l'exploration des pôles. Les buts à atteindre sont multiples. Recherche scientifique et recherche aussi d'éventuelles voies de liaison d'un continent à l'autre. Aujourd'hui, la route du pôle est parcourue par des lignes aériennes qui relient l'Europe à la côte américaine du Pacifique ou au Japon. En outre, il s'agit d'éprouver l'efficacité d'inventions récentes et de produits technico-industriels tels que construction navale, produits de l'industrie alimentaire, etc. En fait, l'exploration des glaces polaires a également été rendue possible par les nouvelles méthodes de conservation des aliments, principalement de ceux conservés en boîte. C'est pas seulement par esprit d'aventure que l'on tentait alors d'ouvrir les routes aériennes qui se révélèrent ensuite les plus sûres. Le problème à résoudre, concernant l'expansion des moyens aéronautiques, réside dans l'autonomie de ces moyens. Les dirigeables semblaient les plus aptes à résoudre ce problème. On les remplissait de divers types de gaz, d'hydrogène, qui est plus léger que l'air, ce qui leur permettait de flotter dans cet élément. Et grâce à leur volume, ils pouvaient emporter une réserve suffisante de combustible pour les moteurs de façon à franchir de grandes distances. Aux États-Unis, au Texas, on découvrit un gaz monoatomique plus léger que l'air et ininflammable, que l'on appela hélium, pour sa similitude avec celui que Lochiev avait déjà isolé par le spectroscope solaire. Cette découverte
ouvre de nouvelles espérances dans l'utilisation des dirigeables et les États-Unis en entreprennent la construction. L'Acron 1 et l'Acron 2 finissent lamentablement. En raison de leur masse et de leur faible vitesse, les dirigeables sont facilement victimes de fausses manœuvres ou des éléments atmosphériques. L'aviation, qui s'est développée durant la guerre, n'a pas encore su trouver son emploi en temps de paix. Et la passion du vol s'exprime par de spectaculaires acrobaties. Le plus léger que l'air, le dirigeable, semble avoir gagné la partie contre le plus lourd que l'air, l'aéroplane. Et en octobre 1928, en seulement 112 heures de vol, un Zeppelin relie l'Europe à l'Amérique, l'Allemagne à New York. En 1933, à l'exposition de Chicago, on célèbre les fastes des conquêtes de la technique et l'on fait l'essai de parachutes encore imparfaits. Désormais, il n'est plus question de musée des arts et des sciences, mais de Miss, c'est-à-dire mademoiselle. Miss photographie, Miss valve thermo-ionique, Miss chimie, Miss presse, Miss agriculture, Miss mécanique symbolise le progrès atteint. Pour satisfaire aux exigences du marché, il faut construire à un rythme accéléré. À la population ouvrière masculine s'en est ajoutée une féminine qui a vaincu des siècles de préjugés. Les chaînes de montage accélèrent et ordonnent le rythme du travail. La Balilla devient l'auto la plus populaire en Italie.
Pour se procurer des matières premières, l'homme doit descendre. Il doit pénétrer comme une fourmi dans les entrailles de la terre. Le charbon est une grande source d'énergie. Et les hommes, les industries, la vie tout entière ont un besoin toujours plus grand d'énergie. On fait voler en éclats des roches millénaires. On abat des montagnes entières parce que la civilisation a un besoin croissant de ciment. Un travail titanesque s'accomplit pour rechercher le fer, le charbon et le ciment. 3 produits de base pour le développement industriel. On continue à déboiser, mais de manière plus rationnelle que par le passé. Parce que l'on extrait du bois la cellulose, indispensable à la fabrication du papier que le monde moderne consomme en quantité croissante. En outre, des procédés adéquats permettent de tirer synthétiquement de la houille, de l'air, de l'eau, de la chaux et de la cellulose, une fibre très résistante et élastique d'aspect soyeux.
Ce produit s'appelle nylon et il est le premier d'une longue série de fibres synthétiques d'où dérivent diverses manufactures. La vitesse et le risque font désormais partie de la vie quotidienne. L'Italie crée une nouvelle flotte de guerre. On construit des navires toujours plus grands, plus puissants et plus rapides. Mais de nouveaux nuages s'amoncellent sur l'Europe. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier du Reich allemand. Et le 1er février, il dissout le Parlement. Le 5 mars, le Parti national-socialiste, dont il est le chef, obtient 17 200 000 voix. Et lui-même, au cours de grandes cérémonies publiques, instaure le mythe d'une race élue destinée à dominer le monde. L'acier et les canons, dit Hitler, sont les moyens de résoudre tous les problèmes mondiaux. Il dit encore, ma science pédagogique est dure, les faibles doivent être balayés. Il entreprend de grands travaux. Les longues autostrades avec leurs axes est-ouest et nord-sud sont la clé d'un système interne de défense et d'attaque d'où partira la Blitzkrieg, c'est-à-dire la guerre éclair. Le 11 avril, à la conférence de Stresa, les représentants de la France, de l'Angleterre et de l'Italie se rencontrent pour étudier les dispositions à prendre contre le réarmement allemand qui a provoqué un rapprochement entre les puissances occidentales. Le gouvernement fasciste tire de cette rencontre l'impression qu'il peut avoir les mains libres en Éthiopie, seul État africain à n'être pas encore colonisé.
Négus, empereur d'Éthiopie, convoque les races à Addis Abeba. Il reçoit l'assurance de leur loyauté et prévoit avec eux les mesures militaires à adopter pour défendre le sol national. Les opérations contre l'Éthiopie ont commencé le 2 octobre 1935. Entre le 11 et le 18, la Société des Nations décide d'appliquer à l'Italie des sanctions financières et économiques. Mais elle évite de prendre des dispositions militaires parce que les opinions publiques des pays européens sont hostiles à la guerre. L'Angleterre refuse de fermer le canal de Suez aux bateaux italiens qui approvisionnent l'armée affectée à l'Afrique orientale. En Italie, pour réagir aux sanctions financières et économiques, le régime fasciste suscite de grandes collectes d'or et de débris de ferraille. Au bout de 8 mois de bataille, les troupes italiennes entrent à Addis Abeba. Le progrès technique exige toujours davantage de fer. Et pour ne pas appauvrir ultérieurement les ressources de l'État, on cherche à exploiter jusqu'au sable ferreux du littoral tyrrhénien. L'usage des machines s'est généralisé à tel point qu'elles servent même à fabriquer les spaghettis. La guerre civile qui a éclaté en Espagne ne va pas tarder à se terminer. Entre la participation non officielle mais concrète des moyens et des forces italiennes et germaniques d'une part, soviétiques de l'autre, cette guerre devient bel et bien un conflit européen. Participent aussi à la lutte les fameuses brigades internationales, vers lesquelles affluent des volontaires antifascistes de tout pays. Les combats durent 2 ans et se concluent par la victoire du général Franco. D'une certaine façon, c'est une expérience préparatoire à la Deuxième Guerre mondiale. En Italie aussi, le fascisme veut instaurer le mythe de la race et de la suprématie romaine.
L'Asie n'est pas plus tranquille que l'Europe. Le Japon prépare ses fils à la guerre. Le Japon a quitté la Société des Nations en 1935 et il pousse à fond les opérations militaires qu'il mène depuis quelque temps contre la Chine, déchirée par de terribles luttes intestines. L'Allemagne développe, accélère et intensifie ses plans d'armement. La France, elle, s'apprête à se défendre et construit ce qu'on appelle la ligne Maginot. Ouvrage défensif imposant, tourné vers la frontière allemande. Dans cet immense complexe de fortifications qui s'étendent sur une profondeur de plusieurs dizaines de kilomètres et une longueur de plusieurs centaines, tous les services sont automatiques, ainsi que les transports et l'aération. En face, les Allemands répliquent par la ligne Siegfried. Ils emploient à sa construction des millions de tonnes de ciment, de fer et d'acier. Puis ils cherchent à adoucir le tragique panorama en y cultivant des fleurs et en plantant des sapins qui évoquent les joies domestiques de la fête de Noël.
tous ces pièges mis au point leur assurent désormais la liberté d'action politique et militaire. Dans l'été 1939, la situation s'aggrave à nouveau. Une première menace de guerre, elle avait été éloignée avec les accords de Munich qui avaient sacrifié la Tchécoslovaquie, mais qui avaient donné aussi à Hitler le sentiment de pouvoir tout oser et même le temps de mettre à point sa machine de guerre. À présent, le dictateur prétend Danzig. À partir du 23 août, nombreux appels de paix se suivent toujours plus angoissés. Avant, c'est celui du roi Léopold de Belgique, puis du président américain Roosevelt, et enfin celui du pape Pie XII. Le 25 août, l'Angleterre signe avec la Pologne un accord de garantie. Le 29 août, le roi de Belge et la reine d'Hollande offrent leur médiation. Mais le 1er septembre 1939, Hitler, qui croit de s'être assuré les épaules avec l'accord signé avec l'Union soviétique, donne l'ordre à ses soldats de franchir la frontière de Pologne. À partir de ce jour, l'humanité tout entière est plongée à nouveau dans un flot sanglant. C'est le début de la Blitzkrieg, ou guerre éclair. La Pologne est anéantie en 14 jours et son territoire est partagé avec la Russie. Le 3 septembre, l'Angleterre et la France entrent en guerre. Au mois de mai, la Hollande est envahie. Dans les premiers jours d'avril, la Norvège avait été envahie. Le 17 mai, Bruxelles est occupée. L'offensive nazie, bousculant tout sur son chemin, s'enfonce en profondeur vers la France. La rapidité de l'action militaire allemande, qui fait un grand usage de chars blindés, désorganise la défense et les plans du commandement franco-anglais. Les forces franco-anglaises se retirent rapidement. Les Britanniques rembarquent leur corps expéditionnaire composé de 300 000 soldats à Dunkerque et sauvent ainsi leur île. Le 5 juin, les troupes allemandes de von Bock lancent leur attaque le long de la vallée de l'Oise vers Paris. Les forces allemandes, ayant violé la neutralité de la Hollande, de la Belgique et du Luxembourg, l'ultime point d'appui des forces françaises, la ligne fortifiée Maginot, se trouve tournée et ses derniers défenseurs doivent l'abandonner. Certains gagneront l'Angleterre où ils se joindront aux forces françaises libres, d'autres formeront les premiers éléments de la résistance intérieure. Le 14 juin, les armées allemandes étaient entrées à Paris
Et le 21 juin, dans cette même forêt de Compiègne où les plénipotentiaires allemands avaient signé le 11 novembre 1918 la reddition germanique, les plénipotentiaires français se présentent pour signer la capitulation de la France, et cela malgré l'opposition d'une grande partie de l'opinion. À Londres, ceux qui sont décidés à continuer la lutte se groupent autour du général de Gaulle. La RAF et toute la population londonienne font face aux attaques massives de la Luftwaffe. Mais peu à peu, le destin va tourner en faveur des Alliés. À l'Est, Stalingrad marquera l'arrêt de l'invasion nazie. À l'ouest, l'Amérique entre en guerre et Roosevelt met au service des Alliés l'immense puissance industrielle des États-Unis. L'aviation américaine entreprend sur l'Allemagne, jusque-là inviolée, des raids qui ne cesseront qu'avec la victoire. Les Français libres participent à cet effort gigantesque pour réduire un ennemi encore puissant. Partis de Fort-Lamy, ils iront jusqu'à Koufra, Bir Hakeim, participeront à la libération de la Tunisie, débarqueront avec les Alliés en Italie, puis en Provence.
À l'intérieur, derrière les lignes allemandes, la résistance continue les sabotages et la guerre du renseignement. Finalement, et de toutes parts, la gigantesque machine de guerre nazie s'effondre. Il y a loin entre les images d'un envahisseur triomphant et les gamins fanatisés et mal équipés de la fin de la guerre. En août 1944, Paris est libéré par la 2e DB. Pour la France, c'est l'aboutissement de 4 années d'efforts, le début d'une reconstruction nationale.